Nous nous ennuyons dans la ville. Il n'y a plus de temple du soleil. Entre les jambes des passantes, les dadaïstes auraient voulu trouver une clé à molette et les surréalistes une coupe de cristal. C'est perdu. Nous savons lire sur les visages toutes les promesses. Dernier état de la morphologie. La poésie des affiches a duré 20 ans. Nous nous ennuyons dans la ville. Il faut se fatiguer salement pour découvrir encore des mystères sur les pancartes de la voie publique. Dernier état de l'humour et de la poésie. Bain-douche des patriarches. Machine à trancher les viandes. Zoo Notre-Dame, pharmacie des sports, alimentation des martyrs, béton translucide, scierie main d'or, centre de récupération fonctionnelle, ambulance Sainte-Anne, 5e avenue Café, rue des volontaires prolongée, pension de famille dans le jardin, hôtel des étrangers, rue Sauvage, et la piscine de la rue des Fillettes, et le commissariat de police de la rue du Rendez-vous, la clinique médico-chirurgicale et le bureau de placement gratuit du quai des Orfèvres, les fleurs artificielles de la rue du Soleil, l'hôtel des caves du château, le bar de l'Océan et le café du va-et-vient, l'hôtel de l'époque. Et l'étrange statue du docteur Philippe Pinel, bienfaiteur des aliénés dans les derniers soirs de l'été. Explorer Paris. Et toi, oublié, tes souvenirs ravagés par toutes les consternations de la map-monde échouée aux caves rouges de Palikao, sans musique et sans géographie, ne partons plus que pour l'hacienda où les racines pensent à l'enfant et où le vin s'achève en fable de calendrier. Maintenant c'est joué. L'hacienda, tu ne la verras pas, elle n'existe pas. Il faut construire l'hacienda. Toutes les villes sont géologiques, et l'on ne peut faire 3 pas sans rencontrer des fantômes, armés de tout le prestige de leur légende. Nous évoluons dans un paysage fermé, dont les points de repère nous tirent sans cesse vers le passé. Certains angles mouvants, certaines perspectives fuyantes, nous permettent d'entrevoir d'originales conceptions de l'espace, mais cette vision demeure fragmentaire. Il faut la chercher sur les lieux magiques des contes du folklore et des écrits surréalistes. Châteaux, murs interminables, petits bars oubliés, cavernes du mammouth, glaces des casinos. Ces images périmées conservent un petit pouvoir de catalyse, mais il est presque impossible de les employer dans un urbanisme symbolique sans les rajeunir en les chargeant d'un sens nouveau. Notre mental, hanté par de vieilles images clés, est resté très en arrière des machines perfectionnées. Les diverses tentatives pour intégrer la science moderne dans de nouveaux mythes demeurent insuffisantes. Depuis, l'abstrait a envahi tous les arts, en particulier l'architecture d'aujourd'hui. Le fait plastique à l'état pur, sans anecdote, mais inanimé, repose l'œil et le refroidit. Ailleurs se retrouvent d'autres beautés fragmentaires et de plus en plus lointaines la terre des synthèses promises. Chacun hésite entre le passé vivant dans l'affectif et l'avenir mort dès à présent. Nous ne prolongerons pas les civilisations mécaniques et l'architecture froide qui mènent à la fin de course aux loisirs ennuyés. Nous nous proposons d'inventer de nouveaux décors mouvants. L'obscurité recule devant l'éclairage et les saisons devant les salles climatisées. La nuit et l'été perdent leur charme et l'aube disparaît. L'homme des villes pense s'éloigner de la réalité cosmique et ne rêve pas plus pour cela. La raison en est évidente. Le rêve a son point de départ dans la réalité et se réalise en elle. Le dernier état de la technique permet le contact permanent entre l'individu et la réalité cosmique tout en supprimant ses désagréments. Le plafond de verre laisse voir les étoiles et la pluie. La maison mobile tourne avec le soleil. Ses murs à coulisses permettent à la végétation d'envahir la vie. Montée sur glissière, elle peut s'avancer le matin jusqu'à la mer pour rentrer le soir dans la forêt. L'architecture est le plus simple moyen d'articuler le temps et l'espace, de moduler la réalité, de faire rêver. Il ne s'agit pas seulement d'articulation et de modulation plastique, expression d'une beauté passagère, mais d'une modulation influentielle, qui s'inscrit dans la courbe éternelle des désirs humains et des progrès dans la réalisation de ces désirs. L'architecture de demain sera donc un moyen de modifier les conceptions actuelles du temps et de l'espace. Elle sera un moyen de connaissance et un moyen d'agir. Le complexe architectural sera modifiable. Son aspect changera en partie ou totalement, suivant la volonté de ses habitants. Les collectivités passées offraient aux masses une vérité absolue et des exemples mythiques indiscutables. L'entrée de la notion de relativité dans l'esprit moderne permet de soupçonner le côté expérimental de la prochaine civilisation, encore que le mot ne me satisfasse pas. Disons plus souple, plus amusé. Sur les bases de cette civilisation mobile, l'architecture sera, au moins à ses débuts, un moyen d'expérimenter les 1000 façons de modifier la vie
en vue d'une synthèse qui ne sera peut-être que légendaire. Une maladie mentale a envahi la planète, la banalisation. Chacun est hypnotisé par la production et le confort. Tout à l'égout, ascenseur, salle de bain, machine à laver. Cet état de fait, qui a pris naissance dans une protestation contre la misère, dépasse son but lointain, libération de l'homme des soucis matériels, pour devenir une image obsédante dans l'immédiat. Entre l'amour et le vide-ordure automatique, la jeunesse de tous les pays a fait son choix et préfère le vide-ordure. Un revirement complet de l'esprit est devenu indispensable par la mise en lumière de désirs oubliés et la création de désirs entièrement nouveaux, et par une propagande intensive en faveur de ces désirs. Nous avons déjà signalé le besoin de construire des situations comme un des désirs de base sur lesquels serait fondée la prochaine civilisation. Ce besoin de création absolue a toujours été étroitement mêlé au besoin de jouer avec l'architecture, le temps et l'espace. Un des plus remarquables précurseurs de l'architecture restera Chirico. Il s'est attaqué au problème des absences et des présences à travers le temps et l'espace. On sait qu'un objet, non remarqué consciemment lors d'une première visite, provoque par son absence au cours des visites suivantes une impression indéfinissable. Par un redressement dans le temps, l'absence de l'objet se fait présence sensible. Mieux, bien que restant généralement indéfinie, la qualité de l'impression varie pourtant suivant la nature de l'objet enlevé et l'importance que le visiteur lui accorde, pouvant aller de la joie sereine à l'épouvante. Peu nous importe que dans ce cas précis, le véhicule de l'état d'âme soit la mémoire. Je n'ai choisi cet exemple que pour sa commodité. Dans la peinture de Chirico, période des arcades, un espace vide crée un temps bien rempli. Il est aisé de se représenter l'avenir que nous réservons à de pareils architectes et quelles seront leurs influences sur les foules. Nous ne pouvons aujourd'hui que mépriser un siècle qui relègue de pareilles maquettes dans de prétendus musées. Cette vision nouvelle du temps et de l'espace qui sera la base théorique des constructions à venir n'est pas au point et ne le sera jamais entièrement avant d'expérimenter les comportements dans des villes réservées à cet effet où seraient réunis systématiquement, outre les établissements indispensables à un minimum de confort et de sécurité, des bâtiments chargés d'un grand pouvoir évocateur et influentiel. Des édifices symboliques figurant les désirs, les forces, les événements passés, présents et à venir. Un élargissement rationnel des anciens systèmes religieux, des vieux contes et surtout de la psychanalyse, au bénéfice de l'architecture, se fait plus urgent chaque jour, à mesure qu'apparaissent les raisons de se passionner. En quelque sorte, chacun habitera sa cathédrale personnelle. Il y aura des pièces qui feront rêver mieux que des drogues, et des maisons que l'on ne pourra qu'aimer. D'autres attireront invinciblement les voyageurs. On peut comparer ce projet aux jardins chinois et japonais en trompe-l'œil, à la différence que ces jardins ne sont pas faits pour y vivre entièrement, ou au labyrinthe ridicule du jardin des plantes à l'entrée duquel on peut lire, comble de la bêtise, Ariane en chômage, les jeux sont interdits dans le labyrinthe. Cette ville pourrait être envisagée sous la forme d'une réunion arbitraire de châteaux, grottes, lacs, etc. Ce serait le stade baroque de l'urbanisme considéré comme un moyen de connaissance. Mais déjà, cette phase théorique est dépassée. Nous savons que l'on peut construire un immeuble moderne dans lequel on ne reconnaîtrait en rien un château médiéval, mais qui garderait et multiplierait le pouvoir poétique du château, par la conservation d'un strict minimum de lignes, la transposition de certaines autres, l'emplacement des ouvertures, la situation topographique, etc. Les quartiers de cette ville pourraient correspondre aux divers sentiments catalogués que l'on rencontre par hasard dans la vie courante. Quartier bizarre, quartier heureux, plus particulièrement réservé à l'habitation, quartier noble et tragique, pour les enfants sages, quartier historique, musée, école, quartier utile, hôpital, magasin d'outillage, quartier sinistre, etc. Et un astrolaire qui grouperait les espèces végétales selon les relations qu'elles attestent avec le rythme stellaire, jardin planétaire comparable à celui que l'astronome Thomas se propose de faire établir à Vienne au lieu dit Laerberg. Indispensable pour donner aux habitants une conscience du cosmique. Peut-être aussi un quartier de la mort, non pour y mourir, mais pour y vivre en paix. Et ici je pense au Mexique, et à un principe de cruauté dans l'innocence qui me devient chaque jour plus cher. Le quartier sinistre, par exemple, remplacerait avantageusement ces trous, bouches des enfers que bien des peuples possédaient jadis dans leur capitale. Il symbolisait les puissances maléfiques de la vie. Le quartier sinistre n'aurait nul besoin de receler des dangers réels, tels que pièges, oubliettes ou mines. Il serait d'approche compliquée, affreusement décoré, sifflets stridents, cloches d'alarme, sirènes périodiques à cadence irrégulière, sculptures monstrueuses, mobiles mécaniques à moteur dit automobile, et peu éclairé la nuit, autant que violemment éclairé le jour par un emploi abusif du phénomène de réverbération. Au centre,
la place du mobile épouvantable. La saturation du marché par un produit provoque la baisse de ce produit. L'enfant et l'adulte apprendraient par l'exploration du quartier sinistre à ne plus craindre les manifestations angoissantes de la vie, mais à s'en amuser. L'activité principale des habitants sera la dérive continue. Le changement de paysage d'heure en heure sera responsable du dépaysement complet. Cette lecture était extraite du texte « Formulaire pour un urbanisme nouveau » de Gilles Yvain, paru en juin 1958 dans le premier numéro de l'Internationale situationniste.